Jamais on n'a posé la question aux populations si elles consentaient à assassiner leur démocratie. Jamais. Tu prends la France avant que la construction européenne fasse sentir ses effets, et tu la vois après, la France a régressé à tout niveau. Ce qui défie même les lois des mathématiques, tu vois, parce que tu peux pas être nul tout le temps, même si t'es François Bayrou. Je rappelle que l'Union européenne a tout fait pour que l'article 50 ne soit pas utilisable, et d'ailleurs maintenant nous en avons les preuves. Elle a 3 types de compétences, vous avez remarqué que c'est 3 types nuisibles, c'est-à-dire 1 où elle fait ce qu'elle veut, 1 où tu fais pas ce que tu veux, 1 où tu peux faire ce que tu veux, sauf ce qui elle lui déplaît, c'est pour ça qu'elle vient t'emmerder. Je vous rappelle que c'est le droit européen qui a fait cette loi si mignonne de l'OQTF, où vous devez d'abord lui signifier qu'ils doivent partir et vous devez le rechoper une deuxième fois pour qu'il parte. Est-ce que la France, à travers 1500 ans d'une histoire glorieuse, mérite de terminer comme un asile d'aliénés ? Pierre Rougeron, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour aborder une thématique qui nous est chère à tous les deux et aux camps souverainistes d'une manière générale, l'Union européenne. C'est le thème du nouveau numéro de Front Populaire, l'Europe démystifiée, vie et mort d'un empire. Vous avez collaboré à ce numéro, vous faites un papier tout à fait intéressant, à la fois très pédagogique et un peu technique sur la question de l'immigration au sein de l'Union européenne. On va évidemment en reparler durant cet entretien. Mais avant, petite question préalable. Bon, les gens qui vous connaissent évidemment savent que l'Union européenne est une de vos préoccupations principales. Pourquoi est-ce que le statut de la France et, on va dire, l'appartenance de la France à l'Union européenne est un aspect fondamental de votre réflexion, à la fois comme analyste et comme militant politique? Alors, pour une raison qui est assez simple, je vais me permettre de citer un de mes bons amis, qui est un journaliste franco-américain et spécialiste de la lutte anti-narcotique, Jonathan Alperi. Et un jour, dans une discussion qu'il est franco-américain, il me dit bien que les deux côtés s'équilibrent. Et ça m'avait frappé, il avait une discussion avec des Français qui avaient des idées très larges sur l'avenir de la France, etc. Et puis à un moment, il a un empirisme anglo-saxon strict. Il dit, au fait, vous êtes souverain ou pas? Non? Bon, on arrête là. Et tu vois, c'est très américain comme manière de faire, mais à un moment, il y a des joueurs de poker, il y a des joueurs de belote. Faut pas se gourer de table. Tu comprends ce que je veux dire? Or, le problème de l'appartenance de la France, c'est que la France oblitère son avenir. Tu prends la France avant que la construction européenne fasse sentir ses effets, et tu la vois après, la France a régressé à tout niveau. Ce qui défie même les lois des mathématiques, tu vois, parce que tu peux pas être nul tout le temps. Même si t'es François Bayrou, statistiquement, une horloge cassée donne l'or 2 fois par heure. Même par erreur. Enfin, 2 fois par jour, même par erreur. Et là, tu vois, la France a régressé à tout niveau. Donc, la France efface son propre avenir, et soit on est sérieux et on le constate, soit on ne l'est pas, et donc on fait ce que Charles Péguy aurait appelé du lutisme de classe, c'est-à-dire, par exemple, on se bat avec les woke. C'est bien de se battre avec les woke. Ils ont le pouvoir? Non, parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Alors, c'est l'équivalent, tu vois, de l'extension de la bagarre de récré. Alors, peut-être que, finalement, il n'y a plus de sérieux, et que tout est devenu une grande cour de récré. Oui, ce que vous dites souvent, c'est que les débats de ce type-là, dans un pays qui n'est pas souverain, c'est de toute façon du théâtre. De toute façon, c'est du théâtre. Vous n'avez aucun moyen de décider. Je vais dire autre chose. Vu le caractère de plus en plus folklorique, tu as très bien employé le mot, de notre vie politique. Là, par exemple, je crois que c'est ce matin sur un média collègue, je crois que Madame Rousseau, donc la réincarnation de Joyce et les monstres-plantes, a déclaré la guerre à CNews. Très bien, on va arbitrer entre CNews et Monstro-Plantes. Ok, pas de souci. Le problème, c'est que, vu ce qui est devenu notre vie politique, si on veut encore en être bénéficiaire, mieux vaut mettre un guichet et faire payer l'entrée aux touristes pour qu'ils voient malheureusement ce qu'on est devenu. Tu vois, si tu veux, il n'y a pas de liberté pour l'Indien de réserve. L'Indien de réserve, son rapport à la culture, c'est le folklore commerçant, c'est-à-dire il vit du tourisme. Je vous vends mes pièges à rêve, je vous vends mon tipi, je vous vends mes plumes. Il est un objet de curiosité, comme la France l'est de plus en plus, ce qui est normal.
vu que tu es de plus en plus hors du temps, et un objet de folie collective, parce que quand tu n'es plus souverain, tu n'es plus responsable, et dans un monde de totale irresponsabilité, eh bien, chacun peut aller à son petit délire personnel, c'est-à-dire demain, je marche sur Moscou en trottinette. Et est-ce que la France, à travers 1500 ans d'une histoire glorieuse, mérite de terminer comme un asile d'aliénés? Donc, si c'est oui, alors on continue. Si c'est non, on reprend la souveraineté. Mais à un moment, un peu de sérieux. Voilà, moi, j'essaye d'avoir une pensée politique conséquente. Je ne veux pas d'un futur carcéral, donc je veux avoir la possibilité de scier mes propres barreaux. Il y a un mot que vous employez régulièrement, qui est celui de xénocratie, pour parler de l'Union européenne. Alors je vais me faire évidemment l'avocat du diable. Les européistes, d'une manière générale, disent, quand ils parlent des souverainistes, mais attendez, les États ont souverainement délégué des compétences à l'Union européenne. L'Union européenne, théoriquement, j'ai bien dit théoriquement, n'a pas la compétence de sa compétence. Et donc finalement, tant que les États souverains délèguent des compétences, il n'y a pas de viol de souveraineté particulier. Comment vous répondez à ça? Alors, je réponds à ça de trois manières. Premièrement, parce que, je veux dire, xénocratie, c'est... Oui, c'est de l'exénocratie, c'est le pouvoir de l'étranger, oui. C'est la pire des catégories de la pensée politique classique. Le pire être politique pour un grec, c'est le tyran étranger. Xénocrate, c'est ça. C'est un mot que j'ai sorti un peu de l'oubli, parce qu'il s'applique également au pouvoir de l'autre, au pouvoir de la machine, etc. Il ne faut pas oublier que dans Alien, l'alien, c'est le xénomorphe. Tu vois, le xéno, ce n'est pas uniquement un homme. Ça peut être aussi le pouvoir d'un système, le pouvoir de la machine. Tu vois, c'est une forme supérieure d'aliénation. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, techniquement, c'est faux. Parce que, déjà, la Cour de justice des communautés revendique des compétences en dehors des traités, parce que ces compétences sont induites par les compétences déjà données. Là, pour le coup, il n'y a jamais eu de délégation souveraine. D'accord ? La Cour de justice, c'est le principe actif c'est le principe actif du cancer eurocratique. C'est-à-dire, ça multiplie les cellules cancéreuses qui se multiplient toutes seules. On est d'accord ? Il n'y a pas d'autorisation à la mitose cellulaire d'un cancer. Tu vois, le cancer ne te demande pas ton autorisation pour te bouffer. Donc, l'Union européenne est automotrice. À partir de deux organes qui sont la Commission gardienne des traités et la CJUE qui est là pour qu'il y ait un effet de cliquet, c'est-à-dire tout ce qui est à l'Union européenne est à l'Union européenne, tout ce qui est à toi est négociable. C'est le principe de souveraineté partagée, bien connu des soviétologues et des démocraties populaires de l'époque de la guerre froide. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des compétences exclusives qui relèvent strictement de l'Union européenne, et là tout le monde se tait. Et les compétences partagées, c'est vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tant qu'on n'a pas... Tant que vous ne touchez pas au but de l'Union européenne. Voilà. Et l'Union européenne finira par vous les demander. Et il y a une troisième type de compétences qu'on oublie souvent, mais que Michel Clapier, par exemple, le grand juriste, a très bien détaillé, qui sont les compétences d'empêchement. C'est-à-dire que l'Union européenne peut aussi, dans théoriquement ce qui te concerne, t'empêcher d'agir. Donc, c'est-à-dire, elle a trois types de compétences. Vous avez remarqué que c'est trois types nuisibles. C'est-à-dire, où elle fait ce qu'elle veut, où tu fais pas ce que tu veux, où tu peux faire ce que tu veux, sauf ce qui, elle, lui déplaît, c'est pour ça qu'elle vient t'emmerder. Donc, le problème, c'est que c'est techniquement faux. 2, je rappelle qu'il y a eu des référendums sur ces questions, et que ces référendums ont été effacés. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Je croyais que c'était des gens comme Poutine qui faisaient ça. Pas bien, ça. Donc, non, c'est en France qu'on a fait ça. C'est pas bien. Et dernier point, jamais on a posé la question aux populations si elles consentaient à assassiner leur démocratie. Jamais. On ne leur a pas expliqué clairement ce que ça voulait dire. Et dernier point, je serais même tenté de te dire que d'un point de vue constitutionnel strict, ces populations n'en ont pas le droit, parce que le pouvoir constituant a lui-même une limite, c'est que le peuple, c'est les vivants, les morts et les à naître. Un peuple n'a pas le droit d'oblitérer la démocratie de l'avenir et la démocratie de ses propres enfants. C'est la seule limite du pouvoir d'un peuple, c'est qu'un peuple ne peut pas aliéner l'avenir de ses enfants. Tu vois ?
C'est une question qui est bien connue des juristes de la France libre, parce que c'est la question du légal et du légitime. C'est ce que nous avons opposé par des René Capitan, par des hommes illustres, à la propagande anti-vichiste, dont d'ailleurs l'Union européenne est finalement un reliquat parmi d'autres. Et alors, je continue à me faire l'avocat du diable. Article 50 du TUE, les États, c'est ce qu'a fait le Royaume-Uni, sont libres de quitter l'Union européenne, s'ils le souhaitent. Donc finalement, est-ce que c'est encore de la xénocratie, ça ? Bien sûr, pour une raison, c'est que, si tu veux, le problème de la xénocratie, c'est que comme tout type de régime tyrannique, théoriquement, tu vois, l'existence du tyran, le tyran c'est un homme, donc théoriquement tu peux le tuer. Bon, alors de quoi tu te plains ? Est-ce que le fait que le tyran ne soit pas mort annule la tyrannie ? Non. La tyrannie c'est un constat. Bon. Là c'est pareil. Je rappelle que l'Union européenne a tout fait pour que l'article 50 ne soit pas utilisable, et d'ailleurs maintenant nous en avons les preuves, puisque je rappelle que l'article 50, c'est en réalité l'ordre du droit international, qui est l'ordre de la civilisation, qui s'impose à la barbarie européiste, en disant « Vous êtes une tyrannie, la preuve, on ne peut pas sortir de votre machin. Le problème, c'est qu'on peut en sortir. Vous êtes sujet de droit international comme tout le reste. Vous n'êtes qu'une organisation internationale parmi d'autres. Vous n'êtes rien de plus que qu'un équivalent, disons, baroque de l'organisme international des PTT. Ni plus ni moins. Or, on peut sortir, c'est la Convention de Vienne sur le droit des traités, de n'importe quel accord international. Et d'ailleurs, si je te donne le droit international classique, c'est 2 ans à partir de la signification. Ça te rappelle rien ? L'article 50, ce n'est que ça. C'est-à-dire que la civilisation a sifflé en état d'ivresse idéologique l'européisme et les a obligés à faire ça. Je rappelle que, en droit international classique, on se doit, à partir de ce moment-là, de négocier de bonne foi. L'Union européenne a démontré par ce qu'elle a fait au Royaume-Uni et à travers, entre autres, la figure d'un homme qui mériterait d'être poursuivi pour ça, pour crime contre la paix, qui est Michel Barnier, qu'elle ne comptait pas négocier de bonne foi. C'est pas bien. Je croyais que c'était réservé au régime tyrannique et autoritaire. C'est ça qu'ils l'avaient annoncé à l'époque. Hein. Voilà, ils avaient annoncé qu'ils ne négocieraient pas, qu'ils leur mettraient des bâtons dans les roues pour... officiellement, ils l'ont dit. Eh bien, si tu veux, c'est une atteinte au droit international, c'est une atteinte à un ordre civilisé, et théoriquement, il y a eu dans le passé des tribunaux pénaux internationaux pour ce type de choses. Sachant que l'UE c'est toujours défini comme un projet sui generis, c'est-à-dire... c'est une espèce d'entité hybride, c'est supranational évidemment, c'est pas totalement fédéral, mais c'est en voie, mais c'est pas un État fédéral stricto sensu, c'est plus tout à fait une organisation internationale, on sait pas tellement ce que c'est finalement. Non, elle change comme elle n'entend ne respecter aucune règle et aucune légitimité, profondément, si tu veux, c'est un État sectaire. Moi j'y étais en poste, donc je peux le dire, c'est une secte. Et si tu veux, faut pas oublier qu'on n'entre jamais dans une secte en soi. Tu vois, quand tu entrais à Aum, donc ceux qui ont fait l'attentat du métro de Tokyo, c'était des cours de yoga. Tu vois, quand tu entrais au Temple du Peuple, 1900 morts à la serrure, c'était une organisation antiraciste, etc., etc. Oui, personne ne se présente comme secte officiellement. Personne ne se présente comme secte. Or, l'Union européenne, c'est ça. Si tu veux, c'est que théoriquement, tu penses que tu as affaire à justement une entité très difficile très difficile, vu qu'elle ne veut reconnaître rien du monde rationnel, du monde réel. Donc tu as du mal à la définir, mais tu penses quand même qu'à un moment, la raison va quand même frapper à une porte, c'est-à-dire à un moment, la lumière va atteindre tous les étages. Non, détrompe-toi. C'est un monde qui vit selon ses propres règles, les règles de la réalité sont pathologiques. Il y a un très bon livre là-dessus qui mériterait d'être traduit, ça s'appelle « Le cœur pourri de l'Europe », d'un ancien européiste fanatique, qui est l'un des pères de l'euro, qui était un Britannique. Je conseille à toute personne qui lit l'anglais de lire cet ouvrage, je le ferai peut-être traduire un jour. Si tu veux, et là c'est éclatant, l'aspect sectaire est éclatant. On va évidemment parler de l'article que vous avez écrit dans ce numéro. Juste un petit point technique sur le fédéralisme. Les souverainistes, justement, reprochent à l'Union européenne, pas que les souverainistes d'ailleurs, d'être
fédéralisante, parce qu'effectivement, c'est pas stricto sensu un État fédéral, mais il y a des gens qui parlent de fédéralisme clandestin, de fédéralisme furtif, c'est-à-dire que c'est pas annoncé comme tel, mais effectivement, je crois que c'est Antoine Vaucher qui parle bien des trois indépendantes, la Commission européenne, la BCE et la Cour de justice de l'Union européenne dont on parlait. C'est-à-dire que le droit, par exemple, ça c'est Jean-Éric Schottel qui dit ça, je crois que le droit communautaire, par l'effet de primauté et l'effet direct, c'est un droit qui se rapproche du droit des systèmes fédéraux. Et en même temps, il y en a qui disent c'est pas tant fédéral que strictement supranational, c'est-à-dire que parce que le fédéralisme c'est encore un système d'organisation politique. Or là, c'est même pas que c'est politique, c'est que c'est dépolitisé et strictement expertocratique, c'est-à-dire que la politique monétaire, la politique budgétaire, c'est pas qu'elle est fédéralisée, c'est qu'en fait elle est privée, enfin les États en sont privés. Et finalement, c'est une oligarchie qui l'a. Alors, si tu veux, l'avantage de l'Union européenne, c'est que c'est un égout collecteur. Un égout collecteur ? Elle a collecté le pire de différents systèmes et elle les a fait fusionner. On vient de regretter la mort du grand mangaka Toriyama, la fameuse fusion. Voilà, on y est. C'est le pire des systèmes fédéraux. Il faut savoir une chose. Tous les systèmes fédéraux sont en crise. Parce que le système fédéral, c'était très simple, c'était de garder, c'est pour ça que tous les systèmes fédéraux naissent à la fin du XVIIIe, c'est de garder le pouvoir à titre local des grands propriétaires terriens. C'est-à-dire, c'est la bourgeoisie qui entre gentiment dans les chaussons de la féodalité, et donc qui ne veut pas du déploiement de l'État. L'État, c'est loin. Allemagne, États-Unis... Et surtout, l'avantage du fédéralisme, c'est que ça pouvait gérer des territoires nouvellement conquis, cas typique du fédéralisme le plus atypique est le fédéralisme russe. Or, tous les systèmes fédéraux sont des systèmes polyconflictuels. L'Allemagne, avec aujourd'hui la haine de l'Allemagne de l'Ouest pour l'Allemagne archaïque, raciste, etc., qu'est l'Allemagne post-soviétique. Aux États-Unis, là on est dans... vous avez parlé dans Front Populaire du livre de notre camarade David Tusher sur les faits de sécession. Donc tu n'as pas un système. L'Inde, ça va un peu plus mal. Le Venezuela, système fédéral catastrophique. Parce qu'en plus, ça permet les ingérences étrangères dans le cas vénézuélien. Donc, si tu veux, le fédéralisme est déjà en elle-même une théorie en crise. C'est pas grave, on prend. Tout ce qui est faisandé, on prend. Le problème, c'est quand tu fais un pot-au-feu de différentes viandes faisandées, je ne suis pas certain que tu garderas un carnet d'adresses complet très longtemps. Donc déjà, on a pris ça. On prend le pire de l'école fonctionnaliste. C'est-à-dire, oui, mais la fonction emporte l'organe. Oui, enfin, il y a quand même un truc qui s'appelle la démocratie. Enfin, ça vous dit peut-être quelque chose ? Précisons pour les gens, le fonctionnalisme, c'est la méthode Monnet. C'est la méthode Monnet. Monnet est fondamentalement un élève des théories fonctionnalistes américaines. C'est-à-dire, pour lui, on fait tomber l'État petit à petit en faisant tomber des fonctions, et après des fonctions, on fait tomber l'organe, tout simplement. Donc, le pire du fonctionnalisme, le pire du fédéralisme, et le pire de, je dirais... Alors, c'est un mot galvaudé, le terme de mondialisme, mais je parle du mondialisme au sens strict, c'est-à-dire tel qu'il a pris dans les années 70, c'est-à-dire tous ces gens un peu azimutés qui croyaient qu'on allait faire... à partir de l'ONU, certains à partir de l'ONU, certains à partir d'autres organisations, qu'on allait faire une sorte d'utopie planétaire, qui était une sorte de bienvenue à Gattaca, rose bonbon. Et malheureusement, enfin, tous les gens sérieux, à la fin de la soirée, ont dessoulé. Bon, sauf les eurocrates. C'est les derniers à vivre dans ce monde-là. Même les Américains sont partis depuis très longtemps. Enfin, si tu veux, c'est une fête, tu sais, c'est les ambiances tristes de fin de soirée, tu vois. Et tu collectes ces trois courants-là, tu en prends le pire, tu laisses faisander encore un petit peu en marmite, parce qu'on ne sait jamais au cas où la viande pourrait pourrir encore un peu, et après tu sers. Bon, il est évident qu'un convive sur deux va calancher. Et ben, tu as à peu près la soupe idéologique qui est de l'européisme, ça plus un autoritarisme de fer, pour l'avoir vécu, c'est-à-dire que toute personne qui émet un doute sur la rationalité des comportements sera crucifié. Et plus il est européiste, plus il tombe de haut. Donc, comme en plus ils sont rincés d'argent public,
jusqu'en haut des cheveux, tu comprends bien que personne n'a intérêt à toucher la rationalité trop vite. Il y a certains analystes qui disent que l'Union européenne avance dans sa construction de façon de plus en plus supranationale, c'est-à-dire qu'il y a des gains de supranationalité, effectivement. D'ailleurs, de traité en traité, le but c'est de faire passer des compétences dans les compétences partagées et pourquoi pas dans les compétences exclusives, c'est-à-dire qu'on ramasse tout ce qu'on peut. C'est-à-dire que, mais il y a une sorte de mouvement paradoxal, c'est-à-dire que, pour ces analystes-là en tout cas, je vais vous demander votre avis là-dessus, ça c'est ce que Van Middelaar, le néerlandais, appelle la politique de la règle, c'est-à-dire il y a les traités, il y a tout ça, il y a comment ça doit fonctionner, la supranationalité, les institutions, machin. Et il oppose ça à ce qu'il appelle la politique de l'événement, c'est-à-dire qu'en fait, surtout depuis 2011, 2012, 2013, la crise de l'euro, etc., puis la crise des migrants, 2015, puis la crise du Covid, etc., la politique de l'événement, c'est, par rapport aux traités et à la règle, qui sont censés être intouchables, en réalité, face à cette supranationalité-là, les États, alors via le Conseil européen, mais pas uniquement, ont souvent l'occasion de reprendre la main en réalité. Il y a eu des exemples, je me souviens en 2015, la crise des migrants. Alors c'est 2 fois l'Allemagne, vous allez me dire, ça va vous faire rire, Pierre, évidemment. Angela Merkel qui dit, moi je fais des accords bilatéraux avec Ankara, je décide moi-même, c'est même pas la peine de... Voilà. Crise Covid, mais je dis ça de mémoire, mais il me semble que l'Allemagne dit directement, moi je ferme ma frontière intérieure. Et Macron... rétropédale, oui. Ouais, lui, il se dit, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pas concerté, pourquoi, voilà. Est-ce que... Alors, évidemment, il y a les européistes qui disent en face que oui, mais justement, c'est les crises qui renforcent l'intégration européenne, et puis l'Ukraine, c'est pareil. On n'a jamais été aussi soudés que depuis machin. Est-ce que ces crises-là, ça peut être le moyen pour les États-nations de reprendre un peu la main et de montrer qu'en dernière instance, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait une décision politique, là, au sens de Carl Schmitt, entre guillemets, ou ça vous semble pas forcément valide et que finalement l'Union européenne a toujours la main en dernière instance? Je pense que l'Union européenne a toujours la main. Moi, si vous voulez, l'Union européenne prouve un peu la misère du décisionnisme. Moi, si vous voulez, je suis pas schmittien pour de rond. Donc, pour 2 raisons essentielles. 1, vous pouvez désigner toutes les décisions que vous voulez. Il y a un terme anglais que j'aime beaucoup, c'est irrelevant. En réalité, vous pouvez désigner tous les ennemis que vous voulez, vous n'avez pas ce que Pierre Legendre appelait le pouvoir de signification de la mort. Vous l'avez pas. Ce qu'est l'essence du pouvoir. L'essence du pouvoir, c'est pas de dire tu es mon ennemi, c'est de dire je peux te faire disparaître parce que tu es mon ennemi. Sinon, ça voudrait dire que la souveraineté est une extension, là encore, de la bagarre de cours d'école. Moi, j'étais en cours d'école, on avait 2 bandes, on se désignait comme ennemis, on se tapait dessus. Est-ce que c'était politique? Non, c'était de la gaminerie. Et la différence, c'est que la souveraineté, vous l'avez pas. Macron désigne des ennemis tous les jours. Il fait la guerre à la pauvreté, il fait la guerre au Front National, il fait la guerre au virus, il fait la guerre aux rumeurs, il fait la guerre à tout le monde. Est-ce que... irrelevant, vous voyez? Totalement. Ce n'est pas sérieux. Or, l'Union européenne démontre qu'en réalité, il y a en plus, dans des États modernes, si vous voulez, le décisionnisme, ça a un sens quand vous êtes un chef de bataillon tactique et que vous êtes au combat de manière tactique. C'est-à-dire que vous êtes au corps à corps. Là, vous avez votre troupe, vous avez vos hommes. Dans le monde moderne, technique, où tout se tient, prenez l'exemple de l'euro. L'euro, on vous a pris la monnaie. Le problème, c'est que quand on vous prend la monnaie, on vous prend le budget. Si on vous prend le budget, on vous prend les impôts. Si on vous prend les impôts, on vous prend les corps de collecte. Donc on vous prend une partie de la fonction publique. Puis on vous prend les autres corps de la fonction publique, parce que qui est-ce qui nourrit les armées? C'est des impôts. Vous voyez? Et à la fin, l'engrenage. On vous bouffe. C'est la théorie de l'engrenage. Monnet, lui, l'avait très bien compris. Or, le problème, c'est que il y a un aspect absolument prémoderne dans les théories décisionnistes. C'est-à-dire que, si vous voulez, je ne suis même pas certain que ce fût valide dans le monde antique. J'en suis même pas certain. Or, le souci, c'est que l'Union européenne avance, qu'en réalité, la plupart de ces crises, l'Union européenne ne se heurte pas aux États qui reprendraient la main, les États ne reprennent pas la main, ils se heurtent à 2 choses. À la réalité, derrière le théâtre d'ombre européiste, qui est l'axe germano-américain, puisque, vous l'avez vous-même dit, le seul pays qui s'est permis de s'affranchir des règles, c'est l'Allemagne.
Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est le vicaire de ce que le général de Gaulle appelait le fédérateur extérieur. D'accord ? Aucun pays ne peut se permettre ce que se permet Berlin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'Union européenne, c'est à eux. Parce que ceux qui ont imposé l'Union européenne, ce qui est principalement une création américaine, je pense que maintenant on a l'historiographie pour pouvoir l'affirmer sans problème, disons que et le flic de quartier, pour reprendre une expression de Noam Chomsky, pour les Européens, c'est Berlin. Vous avez remarqué qu'aucun autre pays ne peut se le permettre. Je vais vous le démontrer par un pays de puissance équivalente à l'Allemagne et à la France, qui est l'Angleterre. David Cameron, qui était l'être certainement le plus régressif de la vie politique britannique depuis au minimum d'Israéli, a demandé de toutes petites choses à la Reichschancelière qui était tout petit, même pas un tour de vis, un tour de petit forêt, sur l'immigration. Nein, Renein, Re-Renein. Bon, très bien. Il a dit, mais écoutez, je vais devoir faire voter les Anglais, parce que moi, je vais avoir un couteau dans le dos, moi, à force d'être devenu le parti de l'immigration, moi. Oui, démerde-toi. Bon, ça nous a donné le Brexit. Donc, d'un côté, il arrive qu'un âne porte pierre. Or, le problème, c'est que vous voyez que la Grande-Bretagne, avec toute sa puissance, n'a rien obtenu. Or, ça, c'est le premier point. Dernier point sur cette question-là, on ne peut pas dire que c'est face aux États que les États ont pu reprendre la main sur ces différentes crises. En réalité, l'Union européenne s'est heurtée aux conséquences du vide qu'elle crée elle-même. Affaire Covid, l'Union européenne se heurte à quoi ? Elle se heurte à la destruction des organismes hospitaliers et des santé publiques qu'elle a elle-même commandés. Crise des migrants, elle se heurte à la destruction des systèmes de contrôle des frontières qu'elle a elle-même voulu. Donc vous voyez, le problème reste entier. Tu vois, je comprends que, si vous voulez, il faut éviter les raisonnements que je qualifierais de vichistes. De vichistes. Faut pas prendre ça c'est un terme insultant à 90% du temps. Là, c'est un terme descriptif. Vous aviez une obsession que l'historiographie a détaillée de beaucoup d'officiels de Vichy, c'était de dire « oui, mais on existe quand même ». On va faire semblant d'avoir une décision, tu vois, c'était des schmittiens, sans le savoir, parce qu'ils ne pouvaient pas l'avoir lu. On va prendre des décisions, comme ça on fait croire qu'on existe. Non, vous êtes un appendice, tout comme la France aujourd'hui est un État colonisé. Et une colonie, ça n'existe pas, tout comme Vichy n'existait pas. Vous voyez, il n'y a pas d'autonomie. Et ce n'est pas parce que vous prenez des décisions dans l'ombre de ce qui vous domine que vous existez. Si vous voulez, comme disait Malraux, l'esclave dit oui, l'homme libre dit non. Ce n'est pas parce que l'esclave a le droit de parler qu'il n'en est pas moins esclave. Alors on va parler de votre papier plus précisément, on parlait de l'immigration, ça fait une transition toute trouvée. Comment est-ce que ça fonctionne l'immigration du point de vue de l'architecture communautaire ? Parce que là c'est pareil, les gens ne savent pas toujours, il y en a qui disent que si on peut tout gérer, évidemment vous êtes plutôt de l'avis inverse, c'est-à-dire que non par définition, d'ailleurs vous le montrez très bien dans le papier, c'est une compétence partagée l'immigration ? Non, c'est une compétence communautaire écrasante. C'est-à-dire que nous, on peut encore moduler 2-3 trucs sur l'octroi de la nationalité. Mais déjà, je vais vous donner un exemple simple. On est d'accord que l'immigration, c'est un flux, entrant-sortant. Bon. Le droit communautaire vous dit 2 grandes choses. Vous n'avez pas le droit de les empêcher de venir et vous n'avez pas le droit de les virer de force. Point. Donc à partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oui, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, mais comme disait Deng Xiaoping, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas l'empêcher la mouche de rentrer et vous ne pouvez pas la faire sortir. À partir de là, faites ce que vous voulez. Voilà, comme disait Anatole France, les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, c'est les droits du bourgeois et du prolétaire de pouvoir, s'ils le veulent, tous les deux dormir sous les ponts. Voilà. Donc, eh bien voilà.
D'un point de vue européen, on va être très clair. L'immigration est un droit fondamental qui touche le cœur nucléaire des traités. Le cœur nucléaire des traités, c'est quoi? C'est les 4 libertés. Liberté de circulation des marchandises, des capitaux, des services, des personnes. C'est quoi la libre circulation des personnes? Ça s'appelle l'immigration jusqu'à preuve du contraire. Donc, le cœur nucléaire des traités. Il n'y a pas de traité s'il n'y a pas ces 4 trucs-là. Le cœur nucléaire de l'Europe, c'est, entre autres, on est d'accord? Liberté d'établissement des services. Donc, travailleurs détachés, substitution de prolétariat. Ce que certains appelleraient grand remplacement, mais mis à part que souvent, ils sont partisans de ce grand remplacement-là. Donc, ils évitent d'en Merci parler. Jacques Delors, d'ailleurs. Merci Jacques Delors. Pour l'acte unique. Bien sûr. Libre circulation des marchandises, donc mondialisation, désindustrialisation dans ce qui nous concerne. Libre circulation des capitaux, financiarisation. Libre circulation des personnes, immigration. Voilà. Vous ne toucherez à rien de ces 4-là. Sinon, vous assassinez le traité. Et là, je vous parle du traité de Rome, je vous parle des fondations de la maison. Alors, j'ai jamais travaillé dans le bâtiment, mais si on fait sauter les fondations d'un bâtiment, je crois que le bâtiment s'effondre sur lui-même. C'est à vérifier. Hein. Mais or, vous voyez ce que je veux dire? C'est que déjà, l'Union européenne est intrinsèquement immigrationniste. 2, l'Union européenne est intrinsèquement pour la substitution de population parce qu'elle substitue à des peuples qui existent. Les Français, ça existe. Une figure qui est l'Européen, qui est l'équivalent de l'homme nouveau des régimes totalitaires. Bon. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce qu'avant, les seuls qui parlaient des Européens, c'était les différentes extrêmes droites. Voilà. Sur des bases racialistes pour certaines, racistes pour d'autres. Bon. Donc, la seule chose, c'est que c'est intrinsèquement quelque chose qui est pour la substitution de peuple, et ça se voit par exemple par la liberté d'établissement. Je vous rappelle qu'il y a entre 450 000 et 600 000 travailleurs détachés en France, c'est-à-dire 600 000 personnes qui font, dans les métiers où ils sont, baisser toutes les conditions de vie de branches entières de notre activité nationale. C'est-à-dire des gens qui importent du moindre coût et du moins-disant social dans notre pays et qui font s'effondrer les conditions de vie des nôtres. Bon, pas un mot de qui que ce soit, pas de problème. Donc, vous ne toucherez pas à l'immigration. Je vous rappelle que l'Union européenne, par les procédures de codécision, a légalisé et légitimé la pratique du lobbying. Or, il n'existe pas de lobby anti-immigrationniste. Il existe par contre des lobbies immigrationnistes. De petits lobbies humanitaires, cela, bon. Mais un lobby qui n'est pas tellement humanitaire, qu'on appelle le patronat européen, c'est pas très humanitaire, hein, le comité des forges 2.0. Mais je pense ne trahir personne si je dis que l'immigration a toujours été une constante patronale. Pourquoi? Comme le disait, je crois, monsieur Lemarissier, je crois que c'est à vérifier, hein, cette citation, économiste pro-MEDEF, parce que l'immigration fait baisser le coût nominal du travail. Point. C'est Jean-Claude Michéa qui le cite. Et le problème, c'est que vous voyez que c'est un lobby puissant, hein, le MEDEF européen. Dernier point, vous avez certains pays qui ont besoin de faire venir non des producteurs, mais des consommateurs, parce qu'ils sont dans un état démographique irrémédiable. Je pense principalement aux pays germaniques. Et c'est ce qui vous explique ce qu'a fait Mme Merkel. Elle n'a jamais fait venir des producteurs, elle a fait venir des consommateurs. Donc, vous ne toucherez pas au fait migratoire, parce que si vous touchez le fait migratoire, ça veut dire quoi, le toucher le fait migratoire? Ça veut dire 3 choses. Ça veut dire de dire que les nationaux ont plus de droits sur leurs terres historiques que les autres, ce qu'on appelle la préférence nationale, ce qui au passage est un fait qui dans notre droit était reconnu par le Front populaire. Le premier, donc celui de 36. Celui de 36, bon. D'accord. Donc c'est tout à fait normal, hein. Moi j'ai vécu en immigré, je sais ce que ça fait d'être dans le pays de quelqu'un d'autre qui a nécessairement plus de droits que vous parce qu'il est chez lui.
Et si vous voulez avoir plus de droits que lui, rentrez chez vous. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Or, je fais une petite digression, mais notre camarade commun Arnaud Imatz parle de ça dans son bouquin Droite et Gauche. Il explique que la préférence nationale a été partagée à peu près par tout le monde, y compris par la gauche communiste, jusque dans les années 80-90. Totalement. Et que c'est que depuis les années 2000 que tout le monde est scandalisé par le... C'est-à-dire vous êtes scandalisé d'avoir plus de droits chez vous dans votre appartement que votre voisin de palier s'il venait et chez vous. Bon, il n'y a pas de problème. 1. 2, ça veut dire de pouvoir dire qui entre et qui sort. Donc c'est un processus de sélection aux frontières. 3, c'est de pouvoir dire à quelqu'un qui est là de manière indue, tu rentreras chez toi. Eh bien, ces 3 choses-là, alors la préférence nationale déjà est interdite par le principe d'antidiscrimination qui est au cœur du traité. Donc déjà ça vous oubliez à tout jamais. 1. 2, la sélection aux frontières, vous oubliez aussi, parce que l'Union européenne, c'est le règne du cheap job. Okay, c'est le règne des conditions sociales à moins 10 ans. On est d'accord que la principale pompe aspirante de l'immigration, c'est le regroupement familial, mais on regroupe la famille de qui? Du cheap job. Ce qu'il faut, c'est empêcher le cheap job d'arriver. Vous ne le pourrez pas dans le modèle social européen. Vous ne le pourrez pas. Et dernier point, et évidemment, comme le regroupement familial est un droit reconnu par la directive de 2003, que depuis le traité d'Amsterdam, le regroupement familial est un droit, fait partie du droit communautaire, est un socle intouchable, vous n'empêcherez pas le cheap job de faire venir toute sa famille, et même d'ailleurs, le droit européen a élargi la notion de regroupement familial aux ascendants et aux latéraux. Donc maintenant, ils en font même venir plus. Et donc, lui, vous ne pouvez pas empêcher de faire venir. Et dernier point, même s'il est là de manière illégale, je vous rappelle que c'est le droit européen qui a fait cette loi si mignonne de l'OQTF, où vous devez d'abord lui signifier qu'ils doivent partir et vous devez le rechoper une deuxième fois pour qu'ils partent. Ça, c'est le droit européen qui nous a donné ça. Et beaucoup d'autres... j'aurais pu vous écrire un article qui fait 3 fois ça, parce que la litanie de la CJUE là-dessus, je dis bien de la CJUE, c'est pas la grande méchante CEDH. La CEDH, elle le dit elle-même, la CEDH le faisait ce travail tant que l'Union européenne n'avait pas pris l'immigration aux États. Elle le dit elle-même. Pourquoi ? Parce que en réalité, l'Union européenne, avant le traité d'Amsterdam, dialoguer avec la CEDH pour avoir le droit migratoire le plus contraignant pour les États au nom du dialogue des juges. Le problème, c'est que pour ça, il faut lire la documentation de la CEDH. Et la CEDH, en fait, a été le bras fantôme de l'Union européenne tant que le bras migratoire de l'Union européenne, contraignant, n'avait pas poussé. Vous voyez ? Maintenant que ce bras est poussé, la CEDH est au second rang. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille y rester. Mais... Oui, je décrypte, entre guillemets, il n'y a pas besoin, mais vous dites ça par rapport à certains identitaires qui ne posent jamais la question de la CJUE, mais qui veulent trouver un raccourci sur la CEDH. Oui, parce que la CEDH est facile. Si vous voulez, la CEDH est facile. La CEDH, vous savez, la CEDH, c'est pas très compliqué. C'est la cour d'une organisation internationale, il vous suffit de la quitter. Si vous voulez, c'est du droit international classique. Vous dénoncez le traité, et même si vous ne négociez pas, vous faites rien, vous attendez, au bout de 2 ans, c'est terminé. Le traité la durée de la Convention de Vienne est finie, vous êtes libre. Terminé, adieu Berthe. Ce que vous dites, c'est que attaquer la CEDH sans attaquer la CJUE sur le volet migratoire, c'est du théâtre. Je préfère croire que c'est de la lâcheté. Parce que sinon, ça relève un degré d'incompétence à nul autre pareil. Or, vous avez bien compris, préférence nationale, niet, contrôle aux frontières, niet, et réémigration, alors là... Vous savez, les expulsions collectives sont interdites en droit européen. Vous savez à combien commence le terme collectif en droit européen ? Alors, si mes souvenirs sont bons de programmes de certains partis de droite qui se disent eurosceptiques, mais on en attend les preuves, je crois qu'ils voulaient se débarrasser, je crois, d'1 million de personnes en 4 ans, si mes souvenirs sont bons, à la dernière présidentielle. Ouais. Alors, ça veut dire quoi que l'expulsion collective est interdite ? Ça veut dire que vous voulez virer 1 million de personnes, il faut faire 1 million de dossiers, 1 million de procédures. Bonne chance. Bon courage. Ce qui est bien avec l'Union européenne,
c'est que chacun participe à la virtualisation du monde en proposant à chaque élection son fantasme. Je vous rappelle que le slogan « Pour une autre Europe » est le slogan de campagne de François Mitterrand face au général de Gaulle en 1965. Donc la salade est un peu défraîchie. À partir de quand avons-nous régressé d'un point de vue anthropologique suffisamment pour préférer des rêves morts à un corps vivant? C'est l'Union européenne incarne plus que tout la dimension antipolitique d'une secte technogestionnaire. Je reste sur l'idéal d'émancipation, de la Renaissance et des Lumières. L'Union européenne est à mon sens une régression civilisationnelle. Aujourd'hui, nous avons créé des institutions pour nous auto-avorter. Et le monde entier regarde ça avec effroi. Il est grand temps de stopper ces gens-là parce que malheureusement, il y a des gens qui s'arrêtent que quand on les arrête.